Bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous qui euh, nous font l'honneur de parler le français. Voilà, donc je voudrais vous présenter un petit peu un panorama des marqueurs qu'on utilise dans le diagnostic des tumeurs, et ceci pour la prise en charge des patients. J'imagine que vous êtes d'origine différente, scientifiques, médecins, biologistes, etc. Et donc, j'ai essayé de faire un exposé un petit peu grand public qui devrait être accessible à chacun. Voilà, alors, sur un plan général, pour commencer, le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une maladie de l'ADN. Le cancer est lié à des altérations de l'ADN. Ces altérations, elles sont en règle somatique, c'est-à-dire elles concernent seulement les cellules de la tumeur. Et la discipline qui les traite, c'est la génétique somatique. Dans une minorité de cas, cependant, à peu près 5 à 7%, eh bien, les tumeurs peuvent être liées à des mutations constitutionnelles prédisposantes. Et l'exemple classique, c'est le rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est une tumeur de l'œil de l'enfant liée à des mutations du gène RB1. Et là, c'est la génétique constitutionnelle qui va s'occuper de ces prédispositions à développer des tumeurs. Un troisième groupe de gènes qui peuvent être impliqués, ce sont les gènes codants pour les systèmes de réparation de l'ADN. L'ADN est soumis à une stricte surveillance de façon à assurer son intégrité dans la suite des multiplications cellulaires. Et cette stricte surveillance est sous le contrôle de nombreux gènes. J'ai indiqué deux qui sont parmi les plus fréquemment impliqués. Le gène ATM, le gène de l'ataxie-télangiectasie, qui est une maladie qui prédispose aussi à développer des tumeurs, et le gène de l'anémie de Fanconi. En fait, il y a 14 gènes responsables de cette maladie de Fanconi et qui aussi prédisposent à développer des tumeurs. Alors, quelles sont ces conséquences de ces anomalies de l'ADN? Donc, ce sont des mutations qui vont pouvoir être au niveau génique. Bien, ça peut être des grands déséquilibres génomiques portant sur de larges segments du génome. Ça peut être donc une conséquence au niveau de la transcription avec des transcrits anormaux, des profils transcriptomiques aussi anormaux. Ça peut être au niveau protéines, des protéines anormales. Donc les trois niveaux, ADN, ARN, protéines. La génétique des tumeurs, elle va intervenir en clinique pour le diagnostic, le pronostic, par l'identification de marqueurs génomiques caractéristiques pour donc ces deux points, établir un diagnostic précis, avoir une évaluation du pronostic qui va aider à la prise en charge clinique. Et aussi la thérapie, parce qu'il existe des altérations qui pourront être des cibles thérapeutiques, et donc notre travail sera de déterminer l'éligibilité d'un patient, d'une patiente, à une thérapie ciblée, thérapie personnalisée, et ça, ce domaine-là, ça s'appelle la pharmacogénomique, donc caractérisation des marqueurs génomiques d'une tumeur qui vont guider la thérapie. Alors, on rentre maintenant un peu plus dans, disons, dans le détail. Toute cette histoire-là, en fait, elle est partie des anomalies chromosomiques. Et c'est la cytogénétique qui traite de ces anomalies. La cytogénétique, elle était à l'origine de l'identification de la quasi-totalité des anomalies qui sont connues aujourd'hui dans les cancers. La première anomalie décrite dans un cancer, c'est le chromosome Philadelphie, qui est présent dans les leucémies myéloïdes chroniques. Initialement, on pensait que c'était une délétion du chromosome 22, et puis, une fois que les techniques ont fait des progrès, eh bien, on a pu montrer que c'était en fait une translocation, c'est-à-dire un échange entre le chromosome 9 et le chromosome 22.
Ça a été décrit en 1960, vous voyez, c'est pas encore tellement vieux. La translocation 11-22 de la tumeur d'Ewing, alors là on arrive dans les tumeurs solides, eh bien ça a été la première anomalie décrite dans une tumeur solide en 1983, donc encore plus récemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des anomalies génétiques présentes dans les tumeurs? Eh bien, en gros, on voit qu'il y a deux types de tumeurs sur le plan génétique. Dans une majorité de types tumoraux, c'est-à-dire, en fait, ce sont les tumeurs les plus fréquentes, c'est les carcinomes, les tumeurs épithéliales, les sarcomes indifférenciés, donc tumeurs du tissu conjonctif. Eh bien, il y a une accumulation d'altérations génomiques qui ont une faible spécificité, en fait. Donc, au total, ça va donner des karyotypes complexes. Quand on va regarder les karyotypes, on va voir des anomalies très complexes, mais cependant pas aléatoires. On peut déterminer des profils d'altération. Alors ça, c'est typiquement les cancers les plus fréquents, donc encore une fois, et en particulier, vous savez que le cancer, c'est une maladie du sujet âgé, donc au-delà de 50 ans. Et puis, dans une minorité de types tumoraux, essentiellement des sarcomes et les tumeurs neuroectodermiques de l'enfant et de l'adulte jeune, et puis aussi certains carcinomes, une minorité de carcinomes, ce ne sont pas les carcinomes les plus fréquents, une anomalie initiale qui, elle, est de grande spécificité, va être très caractéristique de la tumeur, du type de tumeur, et va faire entrer dans la tumorigénèse. C'est donc ce qui fait l'intérêt des analyses de cytogénétique et de génétique moléculaire. Alors, du point de vue technique, on va passer rapidement en revue les techniques qu'on peut utiliser pour mettre en évidence ces marqueurs de tumeurs. Il y a quatre techniques principales en diagnostic. Le karyotype, donc, qui permet l'identification des anomalies chromosomiques, mais qui en fait est peu utilisable en diagnostic parce qu'il faut des cellules vivantes. La prolifération, pour voir des chromosomes, il faut que les cellules se multiplient in vitro. La prolifération des cellules tumorales, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est assez aléatoire. Et puis aussi, quand on se trouve devant des remaniements très complexes, on ne s'y retrouve plus très bien. Donc les autres techniques sont les techniques qui sont les plus largement utilisées. La FISH, c'est l'hybridation in situ en fluorescence. On verra des images un peu plus tard. Donc la FISH, elle est très efficace pour le diagnostic de remaniements précis, donc les translocations spécifiques et les amplifications. On verra ce que c'est plus précisément. Alors, on bénéficie d'un large choix à l'heure actuelle de sondes commerciales qui permettent ces diagnostics. Elle peut se faire sur une variété de matériel aussi, donc des cellules fraîches, des coupes congelées, des coupes en paraffine, etc. Technique suivante, qui est largement utilisée aussi, c'est une technique de biologie moléculaire, la RT-PCR. Donc on travaille sur l'ARN pour identifier les transcrits anormaux du fait des remaniements génomiques, les transcrits de fusion. Donc pour l'identification des translocations, l'avantage c'est une haute sensibilité, la sensibilité de la PCR. Elle permet aussi des tests multiplex, c'est-à-dire en une seule manipulation, on va pouvoir tester une dizaine de remaniements par exemple. Et puis, elle permet aussi le suivi thérapeutique, parce que comme elle est d'une grande sensibilité, eh bien, on peut voir la persistance ou non des transcrits anormaux chez l'individu. Alors, de façon optimale, elle requiert du matériel congelé, mais dans certaines conditions, on peut la faire à partir de matériel fixé. Et puis, une dernière technique, c'est la CGH-array, CGH pour hybridation génomique comparative. La CGH-array, c'est une technique qui permet de faire le diagnostic des déséquilibres chromosomiques. On ne va pas diagnostiquer les translocations avec ça, on va diagnostiquer des remaniements qui portent sur des assez larges segments en règle. Donc, diagnostic des déséquilibres chromosomiques qui peuvent être caractéristiques de certaines tumeurs, et en particulier, par exemple, dans les tumeurs de l'enfant, le neuroblastome. Donc ça, c'est de préférence sur du tissu congelé ou éventuellement à partir de matériel fixé inclus en paraffine, et ce sont des techniques qui sont très évolutives à l'heure actuelle.
Alors, quelles sont les caractéristiques des anomalies qu'on voit dans ces tumeurs? Ben, ces anomalies, première caractéristique, les anomalies, elles sont clonales. C'est-à-dire qu'elles sont survenues, l'anomalie initiale est survenue dans une cellule qui l'a transmise à ces cellules filles, qui qui a été à l'origine d'un clone. Et ces anomalies, elles sont récurrentes dans plus d'une trentaine de types de tumeurs. Et ça a été la surprise quand on a commencé à faire des karyotypes de tumeurs. Eh bien, on s'est aperçu que même dans des tumeurs bénignes, on pouvait avoir des anomalies chromosomiques et même des anomalies chromosomiques déséquilibrées, c'est-à-dire avec des gains ou des pertes de segments de chromosomes. Dans leur chronologie, donc, une anomalie primaire, donc, cette anomalie primaire, elle est hautement spécifique, et évidemment, étant hautement spécifique, elle a une grande valeur diagnostique. Et puis ensuite, dans l'évolution de la tumeur, eh bien, surviennent des anomalies additionnelles qui sont moins spécifiques, mais néanmoins non aléatoires, et on peut déterminer donc des profils d'évolution génomique des tumeurs. Ces anomalies additionnelles, évidemment, elles sont liées à la progression tumorale, et en fonction du nombre de ces anomalies, on pourra avoir une idée de l'évolution de la tumeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme type d'anomalie? On peut voir des anomalies de structure, c'est-à-dire des translocations, des inversions, et ça amène à des gènes de fusion. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une cassure entre des gènes et puis fusion de gènes, donc il se forme un gène hybride. Donc, ça forme un gène qu'on appelle de fusion. Ça peut être des anomalies quantitatives, c'est des gains ou des pertes. Bon, ça, ce sont des anomalies qui, en particulier pour les gains, sont assez peu spécifiques. Ça peut être des polysomies, donc gains de plusieurs chromosomes, des duplications de segments de chromosomes, des amplifications. Les amplifications, c'est les multiplications du nombre de copies d'un segment de chromosome, ce qui va faire que l'ADN de cette région va se représenter en un grand nombre de copies et avec comme conséquence l'hyperexpression. Ça peut être des pertes, donc perte de chromosomes entiers, monosomie, perte partielle, délétion. Ça peut être des duplications du génome entier. Ça, c'est un mode très habituel d'évolution tumorale et donc qui aboutit à la polyploïdie. La polyploïdie, ça favorise l'instabilité des tumeurs. Alors, les gains, les amplifications, souvent ils impliquent des oncogènes. Les oncogènes, c'est des gènes normaux, mais qui, quand ils sont exprimés de façon anormale, eh bien, deviennent des gènes de cancer. Les pertes, elles vont concerner des gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire que ces gènes, il faut les avoir pour être protégés contre les tumeurs. On va rentrer dans les détails de ça ensuite. Quelles sont les conséquences des translocations? On commence par les translocations. Donc, translocation, c'est des remaniements équilibrés. Simplement, donc, vous voyez par exemple ici, une translocation 8-14, ça veut dire qu'il y a un segment du 8 qui est cassé, un segment du 14 qui est cassé, c'est recollé ensemble. Et donc, quelles sont les conséquences de ces translocations? Il faut dire qu'il y a deux types de conséquences. Dans les hémopathies lymphoïdes, ce qui se passe, c'est que la cassure, elle a lieu entre les gènes, et il y a juxtaposition, il y a recollement ensuite, et donc juxtaposition de gènes qui normalement ne sont pas ensemble. Eh bien, c'est l'exemple du lymphome de Burkitt, dans lequel le gène des chaînes lourdes d'immunoglobulines, qui est très actif, donc évidemment ça se passe dans les lymphocytes, le gène des chaînes lourdes d'immunoglobulines, qui est très actif dans ces cellules, se trouve rapproché de l'oncogène MYC, qui est sur le chromosome 8. Et ceci va avoir comme résultat une activation de MYC. Dans ce lymphome folliculaire, qui est le lymphome le plus fréquent de l'adulte, là aussi, le gène des chaînes lourdes d'immunoglobulines sur le 14 se trouve rapproché d'un gène qui s'appelle BCL2, qui lui va inhiber l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire, la mort des cellules programmées, la mort normale des cellules. Eh bien, donc, ça va retarder la mort des cellules, et bien, ça donne une tumeur. Donc ça, on va oublier maintenant, ça c'est dans les hémopathies lymphoïdes principalement. Nous, on va s'intéresser particulièrement aux tumeurs solides, et dans les autres leucémies et dans les tumeurs solides, eh bien, en fait, les cassures surviennent dans les gènes des deux chromosomes partenaires
de la translocation. Et puis, il y a fusion ensuite de ces segments de gènes qui vont former ce qu'on appelle un gène de fusion, qui aura pour résultat un transcrit de fusion, une protéine de fusion, et c'est elle qui sera oncogénique. Les gènes impliqués dans ces translocations qu'on observe dans les tumeurs, ce sont habituellement des facteurs de transcription, c'est-à-dire qui régulent la transcription. Et le gène proximal en 5', il fournit un promoteur et puis un domaine fonctionnel. Et puis le gène distal, il fournit un domaine de liaison à l'ADN, donc qui va permettre l'activité de ce gène. Alors voilà qui résume ce qui se passe dans une tumeur. Ici, il s'agit d'une tumeur d'Ewing, donc un sarcome. Et voici comment ça a été découvert avec le karyotype. Ici, on a un chromosome normal, un chromosome 11 normal, ici un chromosome 22 normal, et vous voyez que ce chromosome 11, là, eh bien, il a, ce qui est bien visible ici, il a un segment noir à son extrémité qui correspond au segment sur le 22. En fait, avec une technique plus sophistiquée, on peut voir que c'est un échange réciproque entre les deux. Donc voici la translocation. Et puis voici la conséquence, eh bien, c'est la protéine de fusion avec une partie de la protéine EWS qui se trouve sur le chromosome 22, EWS pour Ewing sarcoma, et puis une partie de la protéine FLI1, qui est un facteur de transcription, qui se trouve sur le chromosome 11. Alors, voici ce qui se passe au niveau ADN. Eh bien, le gène EWS est conservé jusqu'à l'exome 7 et le gène FLI est conservé pour les exomes 6 à 9. Et ces deux gènes, disons ces deux fragments de gènes sont fusionnés. Les points de cassure ici sont relativement constants. Je dis relativement, hein, ne sont pas base à base quand on regarde des tumeurs différentes. Mais ils sont relativement constants, ce qui va permettre l'utilisation de techniques moléculaires du type PCR et donc RT-PCR, hein, parce qu'il n'y a jamais une trop grande variation, disons, le segment dans lequel surviennent les points de cassure n'est pas trop large. Voilà. Donc voici le produit qui va entraîner la formation de la protéine oncogénique. Alors, le gène EWS, c'est le gène pivot de ces remaniements. En effet, il peut avoir d'autres partenaires. Ça, c'est le partenaire qui est observé dans 85% des cas, le gène FLI1. Mais il peut y avoir des partenaires variants, et l'autre plus fréquent, c'est avec ERG. Tout ça, ce sont des facteurs de transcription de la même famille. FLI1, ERG, c'est la famille des facteurs de transcription ETS. Alors, voici la tumeur d'Ewing avec donc les remaniements, le remaniement prédominant avec FLI1, le remaniement variant ERG, mais on en connaît à peu près 5 autres encore, hein, mais qui sont très peu fréquents. Et puis vous voyez que on a d'autres tumeurs ici, tumeurs desmoplastique à cellules rondes, mélanome des tissus mous, chondrosarcome myxoïde extrasquelettique, qui eux aussi impliquent le gène EWS. Le nom actuel du gène EWS, c'est EWSR1. Bien, ce sont donc d'autres types de tumeurs qui impliquent le gène EWS, mais avec des partenaires différents. Donc, vous voyez qu'on peut avoir aussi bien des partenaires différents à l'intérieur d'un même type tumoral qu'à l'intérieur de types tumoraux différents. Mais ces translocations avec chacun des partenaires sont très spécifiques et permettent de porter immédiatement un diagnostic précis qui est l'un de ceux mentionnés à gauche. Donc c'est ceci le grand intérêt de ces études. Alors, les Ewing, là, je vous l'ai montré comme exemple, mais donc je vous disais qu'on connaît plus d'une trentaine de remaniements spécifiques de tumeurs. Donc là, j'en ai reporté quelques-uns qui sont parmi les plus fréquents. Et donc dans des sarcomes, hein, et vous voyez par exemple encore l'hyposarcome myxoïde qui a un remaniement prédominant FUS DDIT3, et puis
un variant minoritaire et qui implique le gène EWS lui aussi avec DDIT3. Donc un certain nombre de types de tumeurs. Tout à l'heure, on va un peu plus tard, on va s'intéresser aux rhabdomyosarcomes alvéolaires. Les rhabdomyosarcomes, ils posent des problèmes diagnostiques et on va voir l'intérêt. Mais vous pouvez voir tout de suite que là aussi, il y a un variant. Il y a une translocation majoritaire qui implique SPAX3, FOXO1, et puis un variant minoritaire qui implique un gène de la même famille, évidemment, PAX7 avec FOXO1. Tous les chromosomes peuvent être impliqués dans des remaniements présents dans des tumeurs, et vous avez l'exemple avec le sarcome synovial où il y a une translocation X18, et on connaît aussi d'autres tumeurs qui ont une translocation du chromosome X, translocation X18 avec les gènes indiqués là. Dermatofibrosarcome, sarcome alvéolaire des tissus mous. Le sarcome alvéolaire des tissus mous est intéressant aussi parce que c'est un sarcome. Vous voyez qu'ici, il est marqué que c'est un DER17, c'est-à-dire que la translocation n'est pas équilibrée. C'est le chromosome dérivé 17 de la translocation X17. Et ça donne un sarcome alvéolaire des tissus mous. Mais on connaît la translocation équilibrée. On connaît une tumeur avec la translocation équilibrée. Eh bien, c'est un carcinome du rein du sujet jeune. Donc, vous voyez, il y a non seulement la spécificité de la translocation, mais il y a aussi le dosage génique qui peut être introduit par le remaniement, qui va pouvoir donner un type tumoral différent. Donc, vraiment une grande spécificité de ces remaniements. Alors, on a vu des chromosomes. Je vais vous détailler rapidement là le processus de l'autre technique qui est largement utilisée, qui est la RT-PCR. Donc, la technique est assez simple. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut avoir des ARN. On fait ça, donc on fait l'identification des remaniements sur l'ARN pour, évidemment, éviter les introns, etc. Donc, il faut du tissu qui soit tout de même de bonne qualité. Donc voilà, les matériels qu'on peut avoir, ça peut être des fragments tumoraux, ça peut être des aspirations de tumeurs simplement à l'aiguille fine, hein, une cytoaspiration. Ça peut être aussi de la moelle osseuse quand on veut faire des suivis de traitement, hein, pour voir la persistance éventuelle de transcrits de fusion. Donc extraction de l'ARN, une transcription réverse, et puis la PCR est faite... Vous avez mentionné Tachman PCR, donc c'est la PCR en temps réel qui donc est plus sensible et permet de suivre la dynamique de la réaction, donc c'est permettre de connaître la qualité de la réaction de PCR. Et puis ensuite, l'interprétation. Voilà. Et donc en pratique, on emploie une technique multiplex qui implique, disons, qui permet le diagnostic de au moins une dizaine de remaniements. Mais donc la PCR, elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle est en particulier grâce à sa sensibilité et puis la possibilité de balayer un grand nombre de remaniements. Mais par contre, il faut que les variants soient connus. Il faut qu'on connaisse tous les remaniements parce que il faut choisir les amorces de votre PCR, évidemment, à partir des remaniements connus. Voilà, on a vu la RT-PCR. Maintenant, on voit la fiche. La fiche, donc l'hybridation in situ en fluorescence, c'est une technique d'hybridation sur l'ADN, hybridation d'une séquence spécifique qu'on appelle une sonde, hein, sur l'ADN. Et cette sonde, pour le diagnostic de ces remaniements, cette sonde, elle est faite de façon un peu particulière. C'est une sonde bicolore. Ici, par exemple, pour la sonde Ewing, bon, le gène Ewing se trouve ici. Et on fabrique une sonde bicolore avec un fragment amont, un fragment aval, un rouge, un vert. Et puis, vous voyez, il y a un espace entre les deux. Eh bien, l'espace, c'est la région dans laquelle se font les points de cassure. Donc, ça veut dire que si le gène EWS est normal, eh bien, il ne sera pas cassé, donc la sonde sera bicolore, le signal sera bicolore. S'il y a une translocation qui a cassé EWS, eh bien, à ce moment-là, on aura des signaux unicolores.
Et donc vous avez ici un 22 normal donc, qui porte EWS, vous voyez, qui est bicolore. Vous avez ici, en haut, le 22 délété, qui n'est plus que rouge, et le signal vert est parti sur le 11. Donc vous voyez, c'est une méthode très puissante pour diagnostiquer des remaniements de gènes. Et l'intérêt, c'est qu'elle peut s'appliquer même sans que l'on ait des chromosomes, dans des noyaux interphasiques, hein, et sur des coupes, par exemple, ceci c'est sur des coupes en paraffine, et vous voyez, par exemple, donc en haut j'ai marqué N, le signal normal dans cette cellule, et puis vous voyez les signaux unicolores séparés, donc tout ça c'est plusieurs cellules de la même tumeur, ça c'est une autre tumeur, alors il faut avoir l'esprit un peu alerté, parce que, vous savez que les tumeurs, elles peuvent avoir des remaniements chromosomiques, et on voit qu'ici, il y a deux signaux normaux. Mais si on regarde bien, il y a aussi deux signaux unicolores. Donc il n'aurait pas fallu s'arrêter aux deux signaux normaux et dire « Ah ben oui, c'est normal, pas de remaniement ». Il faut vraiment regarder précisément. Il y a deux signaux unicolores, donc il y a bien eu la translocation. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu translocation sur l'un des 22. Il reste un 22 normal, et dans l'évolution de la tumeur, eh bien, ce 22 a été redupliqué, et donc on se retrouve avec deux 22 normaux, mais c'est deux fois le même 22. Si on a des techniques qui permettent de reconnaître le fait que c'est deux fois le même 22. Voilà, alors là je vous montre d'autres karyotypes de translocation, parce que je pense que c'est important de bien se représenter. Après, on va faire beaucoup de biologie moléculaire, mais c'est important de savoir quels sont les mécanismes qu'il y a derrière les remaniements moléculaires que l'on recherche. Donc ici, c'est liposarcome myxoïde, c'est un type de liposarcome. Les liposarcomes, c'est un monde, mais ça permet de préciser vraiment le type dont il s'agit. Et vous voyez ici une translocation 12-16. Les chromosomes anormaux sont placés à droite. Et puis ici, c'est la translocation du sarcome synovial dans le chromosome X. C'est un remaniement qui est un petit peu difficile à voir. Il faut avoir un peu d'habitude, mais disons c'est tout à fait anormal d'avoir une bande comme ça intercalaire dans un bras court d'X. Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est la bande du bras long du 18. En fait, un échange de bras entre l'X et le 18. Donc voici la translocation. Alors, je vous ai dit qu'on allait s'arrêter un petit peu sur les rhabdomyosarcomes. C'est pour vous montrer un petit peu les démarches que l'on mène pour, disons, raffiner les diagnostics de tumeurs et pour permettre une prise en charge optimale sur le plan thérapeutique. Donc, cette diapo, c'est les rhabdo, diapo numéro 15. Hein. C'est diapositive sur les rhabdomyosarcomes pédiatriques. En fait, les rhabdomyosarcomes, c'est une entité hétérogène. Entité hétérogène sur le plan histologique, mais aussi sur le plan génétique. Et en gros, il y a deux grandes catégories de rhabdomyosarcomes, les rhabdomyosarcomes alvéolaires et les rhabdomyosarcomes embryonnaires. Et ces deux types, ils ont des pronostics différents. Et donc, ça a une implication thérapeutique, c'est-à-dire que ils seront traités différemment. Donc c'est important de savoir à quel type on a affaire. Et le diagnostic histologique est parfois difficile. Il y a aussi deux types génétiques. Le rhabdomyosarcome alvéolaire, ça représente à peu près un quart des cas, il touche plutôt les membres, hein, les extrémités. Et donc avec ces deux translocations dont je vous ai parlé précédemment, la majoritaire, c'est PAX3, FOXO1, PAX7, FOXO1, et le variant. Ce variant est habituellement amplifié. Amplifié, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs copies. Il y a plusieurs copies de la translocation quand il s'agit de cette translocation PAX7, FOXO1. On va voir un exemple après. Et puis, en plus, il peut survenir des amplifications de gènes, donc des gènes en multiples copies, en particulier les gènes CDK4, MYC-N, et ça, c'est dans à peu près 20% des cas. Alors, d'une façon générale, c'est une tumeur agressive. Il y a 50% de ces tumeurs, c'est une tumeur de l'enfant, hein, 50% de ces tumeurs qui sont métastatiques au diagnostic, et la survie globale est à peu près de 20%. Les rhabdomyosarcomes embryonnaires, c'est 65% des cas. Lui, il est plutôt axial et non pas des extrémités
comme l'alvéolaire. Et lui, il n'a pas de translocation, disons, identifiée jusqu'à présent. Il montre essentiellement des anomalies numériques, gain de 2, gain de 7, surtout gain de 8, gain de 11, gain de 12, 20, etc. Et puis, rarement des amplifications, mais il peut présenter des amplifications. Alors, d'une façon générale, il est meilleur pronostic, bien meilleur pronostic. Il y a moins de 20% des cas qui sont métastatiques au diagnostic, et la survie globale est de 60%. Quand il y a des amplifications, ceci aggrave le pronostic. Alors, le problème, c'est qu'il existe, sur le plan histologique, des rhabdomyosarcomes alvéolaires-like, on ne devrait pas prononcer un mot comme ça dans une assemblée francophone, qui ressemblent à des alvéolaires sur le plan histologique, mais qui n'ont pas de translocation. On n'arrive pas à mettre en évidence de translocation. Alors voici le cariotype de rhabdomyosarcome alvéolaire avec la translocation de 13. Il y a une chose qui vous frappe certainement ici, c'est que, vous voyez qu'il y a beaucoup de chromosomes en fait, la métaphase est tétraploïde, et ça, très fréquemment, les rhabdomyosarcomes alvéolaires au diagnostic sont déjà d'emblée tétraploïdes. Mais on voit bien que la translocation s'est produite, donc la translocation de 13 s'est produite au stade diploïde, puisqu'elle a été dupliquée là, au stade tétraploïde. Et puis ça, c'est un rhabdomyosarcome alvéolaire variant PAX7 FOXO1, et ça, c'est un profil de CGA-Charret, d'hybridation génomique comparative. On va en parler un petit peu après. Mais brièvement, ça permet de savoir le nombre de copies d'un gène donné. Donc tous les gènes qui sont là, ils sont au niveau normal. Et puis vous voyez qu'ici, il y a deux spots là qui donc sont à un niveau supérieur, donc ils sont amplifiés. Et en fait, c'est le gène PAX7 et FKHR, bon maintenant ça s'appelle FOXO1, donc ils sont amplifiés. C'est la preuve que la translocation a été dupliquée à la suite du remaniement. Alors, CGA-Charret, on va avoir à en parler. Donc, un petit peu de détails au sujet. C'est un outil qui est relativement récent et qui permet de déceler les déséquilibres génomiques, c'est-à-dire les gains, les pertes. Il ne va pas permettre de déceler les translocations équilibrées, mais les gains, les pertes. Donc, ça veut dire perte, gain, amplification aussi, évidemment. Les amplifications, c'est un gain de haut niveau. Et ceci sans les contraintes de l'analyse cariotypique que j'ai exposée au début, à savoir en particulier qu'il faut du matériel vivant. Et d'autre part, avec une haute résolution, une résolution qui est bien supérieure évidemment à celle de la cytogénétique, puisqu'elle va pouvoir aller jusqu'à une résolution génique. La résolution, grosso modo, ça va de 60 000 points tout le long du génome à l'heure actuelle, 1 million de points, quelque chose comme ça. Et ceci a un coût acceptable, en tout cas pour les résolutions inférieures, mais qui sont largement suffisantes pour le diagnostic, c'est-à-dire que ça coûte moins cher que 2 fiches de faire un profil génomique comme ça, qui va donc nous donner les gains, les pertes, les amplifications sur l'ensemble du génome. Donc, rapidement, le principe, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est une hybridation in situ. Mais l'hybridation in situ, on l'a fait sur une lame comme ça, une lame qui se présente comme ça, où il y a non pas des chromosomes ou des noyaux, mais il y a des segments d'ADN, des petits segments d'ADN qui représentent tout le génome. Donc, de 60 000 à 1 million en fonction de la résolution qu'on a choisie. Donc, on fait cette hybridation, il y a des lavages pour enlever tout ce qui n'a pas hybridé, et puis ensuite, il va falloir scanner tous ces points-là avec un laser et regarder les niveaux d'intensité de ces points qui vont ensuite, on va pouvoir avoir une représentation sur un profil en fonction du nombre de copies pour chacun de ces points. Donc, on va voir des exemples. Alors, l'application, c'est les rhabdomyosarcomes, par exemple, les rhabdomyosarcomes qui sont translocation négatifs. Translocation rhabdomyosarcome alvéolaire négatif. Et bien là, on a le profil des rhabdomyosarcomes embryonnaires, je vous ai dit, qui gagnaient et ils perdaient des chromosomes, ils avaient des anomalies qui portent sur des chromosomes entiers. Puis je vous avais parlé en particulier du chromosome 8. Et bien vous voyez comment ça se représente ici, un grand pic qui veut dire qu'il y a une grande fréquence de gain du 8 dans les rhabdos
embryonnaire. Et puis, en comparaison, le profil des rhabdomyosarcomes alvéolaires qui sont positifs pour la translocation. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes profils. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'anomalies d'une façon générale, en dehors de la translocation, hein. Mais disons, pour les déséquilibres qu'il y a, ça ne correspond vraiment pas à celui des embryonnaires. Et puis là, au milieu, eh bien, ce sont les rhabdomyosarcomes alvéolaires sur le plan histologique, mais translocation négative. Eh bien, si vous regardez les profils, vous voyez qu'ils ressemblent énormément au profil des embryonnaires. Donc en fait, les rhabdomyosarcomes, là vous avez un profil d'embryonnaire, hein, un cas isolé. Donc la chose à retenir, c'est que les rhabdomyosarcomes alvéolaires et embryonnaires ont des profils différents, et ceux qui ressemblent à des alvéolaires mais qui sont sans translocation, ils doivent être considérés comme des rhabdomyosarcomes embryonnaires. Donc vous voyez, ça a une importance sur le plan de la prise en charge thérapeutique. On a vu les translocations, on va voir maintenant des anomalies quantitatives, maintenant en commençant par les pertes. Pertes de segments musculaires, elles peuvent être soit initiales dans le développement de la tumeur, ou bien secondaires, faisant partie des remaniements additionnels. Alors, ça peut être des monosomies, pertes complètes de chromosomes, ou bien ça peut être des délétions. Alors, les pertes, principalement, eh bien, elles impliquent ce qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs, faute d'une meilleure appellation. Ce sont des mutations pertes de fonction, c'est-à-dire que, eh bien, quand on va perdre ces gènes, en fait, on va les inactiver. Il y a plusieurs mécanismes pour les inactiver, des mutations, donc des pertes, c'est-à-dire des délétions, ou bien perdre le chromosome, etc. Donc, ça va faire perdre des gènes suppresseurs de tumeurs. Dans ces cas-là, c'est dans ces cas qu'on doit suspecter la possibilité de prédisposition aussi. On va voir le mécanisme. Et puis aussi, bon, ça s'observe dans les tumeurs, donc c'est le mécanisme d'haplo-insuffisance, c'est-à-dire un dosage insuffisant des gènes se trouvant sur les segments perdus, mais là, disons, c'est moins spécifique. Alors, on revient sur les suppresseurs de tumeurs. Comment les suppresseurs de tumeurs ont été découverts? Eh bien, le premier à avoir fait l'hypothèse de l'existence de ces gènes, c'est Knudson, à partir du rétinoblastome. Knudson a fait l'hypothèse que la tumeur se développait quand il y avait inactivation des deux allèles d'un gène, hein, le gène RB, qui se trouve sur le chromosome 13. Et dans les rétinoblastomes, on avait observé qu'il y avait des cas familiaux et des cas sporadiques. Et ce qu'on avait observé, donc familiaux, c'est-à-dire héréditaires, hein, et ce que Knudson a observé, c'est que les cas héréditaires, ils survenaient de façon précoce, c'est-à-dire chez des enfants de moins de 1 an, ils étaient souvent multifocaux, plusieurs foyers de tumeurs, ou bien bilatéraux, les deux yeux. Les sporadiques, plus tardifs, à un âge médian de 2 ans, et en règle unilatéraux. Eh bien, l'hypothèse qu'il a faite, c'est que dans les cas familiaux, il y avait une altération constitutionnelle de RB, du gène RB, une mutation, et puis dans la tumeur était survenue, disons pour le développement de la tumeur, était survenue une altération acquise, hein, somatique donc, et cette altération étant une délétion donc qui permet l'expression de la mutation. Voilà, ça peut être une délétion, ça peut être la perte du chromosome entier, etc. Et puis dans les sporadiques, eh bien, les deux altérations sont acquises, ce qui explique qu'ils surviennent plus tardivement. Les deux altérations sont somatiques dans le cas des sporadiques. Voilà le modèle des gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, je l'explicite un petit peu plus. Alors, malheureusement, vu que mes schémas étaient peut-être pas très très lisibles, mais donc là, on est dans le cas héréditaire. Dans le cas héréditaire, toutes les cellules de la rétine présentent une mutation. Enfin, pourquoi il en apparaît 2 dans mes dessins, mais bon. Et donc, toutes les cellules de la rétine présentent une mutation parce que tout l'individu a ces cellules mutées. Hein. Et puis, dans la rétine, surviennent une deuxième mutation. Il peut en survenir dans une seule cellule, mais ça peut être dans plusieurs cellules aussi. Et donc, dans ces cas-là, eh bien,
surviennent des tumeurs multiples. Dans le cas sporadique, la rétine est normale, puisque toutes les cellules de l'individu sont normales, et puis survient une première mutation dans une cellule, et une deuxième mutation sur l'autre allèle, va se développer la tumeur. Mais la probabilité que encore une deuxième mutation survienne dans d'autres, disons qu'encore deux mutations surviennent dans d'autres cellules, elle est très faible, ce qui fait qu'on a des tumeurs unilatérales dans le cas sporadique. Voici un cariotype et une fiche d'un sujet qui a une délétion constitutionnelle. Voici, vous voyez ici, l'un des deux 13 est trop court par rapport au 13 normal, et donc il y a une délétion, le gène RB, il se trouve exactement dans cette région, et il a été emporté par cette délétion. Alors il faut dire tout de suite que les cas dans lesquels les altérations de RB sont visibles à l'échelle cytogénétique, ce sont des cas dans lesquels il y a non seulement le rétinoblastome, mais il y a des signes associés de dysmorphie, retard mental, etc. Donc, parce que le segment emporté n'est pas simplement le gène RB. Et parfois, il y a des altérations qui n'entraînent pas de modification de l'aspect des chromosomes ou cariotypes, mais par fiche, on peut mettre en évidence la délétion du gène RB. Vous voyez ici une fiche donc avec le signal du gène RB ici, et puis l'autre chromosome 13 eh bien, ne présente pas de signal, et il ne paraît pas non plus court que celui-ci, et en fait, donc, il y a eu une délétion très courte de la région du gène RB. Donc voici comment on peut faire le diagnostic. Alors, quelques exemples de tumeurs à gène suppresseur de tumeur, le rétinoblastome, le néphroblastome, une tumeur du rein de l'enfant, qui est liée au gène WT1, le carcinome rénal à cellules claires, un gène en 3P25, donc c'est le gène du syndrome de von Hippel-Lindau, VHL, et puis la tumeur rhabdoïde, par exemple, qui est une tumeur, genre de sarcome, d'extrêmement mauvais pronostic de l'enfant, du nourrisson, dans lequel c'est le gène SMARCB1, qui se trouve sur le chromosome 22, qui peut être inactivé. Maintenant, les gains. Les gains, en général, c'est des anomalies secondaires. Vous avez vu que des gènes suppresseurs de tumeurs, ils sont déterminants, ils peuvent être déterminants dans le développement de la tumeur. Ce n'est pas le cas pour ces anomalies qu'on va voir maintenant, qui sont plutôt des anomalies additionnelles. Donc, ça peut être des polysomies, duplications, etc. Quelques exemples là. Ça peut être des pseudo-triploïdies. Pseudo-triploïdies, ça veut dire des gains de chromosomes entiers. Et ça s'observe dans des tumeurs embryonnaires de l'enfant. Par exemple, le neuroblastome du nourrisson, les rhabdomyosarcomes embryonnaires, vous avez vu aussi qu'ils avaient des gains de chromosomes entiers comme ça. Et en règle, le pronostic de ces tumeurs est favorable. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, en fonction de leur localisation, si elles ne menacent pas un organe vital, on peut simplement les observer, les surveiller. Alors, un gain très important, c'est les amplifications. Les amplifications, donc encore une fois, ce sont de multiples copies d'un oncogène. Je donne deux exemples ici. MIC-N, qui se trouve sur le chromosome 2, MDM12, qui se trouve sur le chromosome 12. MDM2 sur le chromosome 12. Donc, multiples copies d'un oncogène. On a vu que ça pouvait être de multiples copies d'un gène de fusion aussi, donc dans les rhabdomyosarcomes alvéolaires. Dans les tumeurs des Ewing, il y a un partenaire, NFAT-C2, de EWS, qui est aussi souvent amplifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ces cas dans lesquels il est amplifié, le transcrit de fusion, le gène est amplifié. Le gène de fusion est amplifié. Eh bien, ça veut dire que la translocation n'est pas très oncogène et que pour augmenter son oncogénicité, il faut multiplier le nombre de copies de cette translocation. Donc, on va multiplier, augmenter l'expression de la protéine anormale. Alors, on peut distinguer deux types d'amplification, des amplifications de faible niveau, disons de l'ordre de 3 à 10 copies. Et sur le plan du mécanisme, dans ces cas-là, ce sont des chromosomes en anneaux. L'origine, c'est par intermédiaire de chromosomes en anneaux. On n'a pas le temps là de faire de la mécanique chromosomique, mais
les chromosomes en anneaux, eh bien, ils sont formés à la fois de duplication et de déficience. Ils ont à la fois des gains et des pertes. Ça peut être des grands chromosomes marqueurs géants. Chromosomes marqueurs, ça veut dire que on les reconnaît, oui, mais on ne sait pas de quel chromosome ils sont issus. Donc on les appelle, faute de mieux, on les appelle des chromosomes marqueurs géants, donc des très grands segments chromosomiques. Je crois qu'on va voir un exemple. Ces tumeurs-là, en général, avec des amplifications de faible niveau, sont des tumeurs de malignité intermédiaire. Un exemple, c'est les liposarcomes bien différenciés. Par un type de liposarcome, tout à l'heure, on avait vu les myxoïdes. Et puis maintenant, les amplifications de haut niveau. Alors, ça peut aller de 20 à 100 copies donc d'un gène. Et là, le mécanisme, c'est par l'intermédiaire de chromosomes double minute. On appelle ça chromosome double minute. Les chromosomes double minute, c'est des petits fragments extrachromosomiques qui n'ont pas de centromère, qui se trouvent quand on fait des karyotypes, et on les voit à la métaphase, on les voit entre les chromosomes normaux. Et puis l'autre mécanisme, c'est les HSR, pour Homogeneously Staining Regions, c'est-à-dire régions de coloration homogène. Et là, ce sont des segments, vous allez voir un exemple, ce sont des segments qui sont portés par des chromosomes, là, donc ils sont liés à des centromères, ils vont pouvoir s'égréger normalement, et ces segments, c'est la duplication en tandem d'un segment de chromosome, ou voire d'un seul gène. Ça, en règle, c'est des tumeurs de haut grade, c'est des tumeurs donc de mauvais pronostic. Ces amplifications, eh bien, elles s'accompagnent d'un gain de fonction, c'est-à-dire d'une hyperexpression de la protéine du gène en question. Le pronostic est en règle défavorable, c'est le cas du neuroblastome, les neuroblastomes avec amplification de Miken, amplification de ce gène-là. C'est le cas des liposarcomes dédifférenciés qui vont avoir des amplifications particulières. Alors voici comment se présentent des amplifications par fiche. La fiche, c'est une technique de choix pour le diagnostic des amplifications. Ici, on est dans un neuroblastome qui a une amplification de Miken. Et vous voyez ici de multiples spots, multiples signaux de la sonde Miken qui correspondent à cette amplification. Ici, on peut dire que c'est sous forme de chromosome double minute, parce que vous voyez, c'est dispersé partout dans le noyau. Et en plus, vous voyez qu'il y a des cellules qui en ont beaucoup, puis il y en a qui en ont moins. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que les chromosomes double minute, comme je le disais, ils n'ont pas de centromère. Donc, à l'anaphase, ça va migrer un peu n'importe comment. Et il y a des cellules qui vont se trouver avec tous les doubles minutes, et puis d'autres qui en auront très peu. Voilà. Et l'autre mécanisme dont je vous parlais, ce sont les HSR. Et voici l'amplification, là. Tout un segment qui est formé de la duplication du gène Miken. Vous imaginez le nombre de copies de Miken qu'il y a là. Et vous voyez qu'ici, dans les noyaux interphasiques, eh bien, on voit la persistance sous forme de domaine de cet HSR. Il n'y a pas vraiment une destruction complète de l'organisation qu'il y avait à la métaphase. Une autre amplification, on a vu amplification de Miken dans les neuroblastomes. Ici, dans des cancers du sein, eh bien, il y a à peu près 20% des cancers du sein qui ont une amplification d'un gène qui s'appelle HER2. Il a deux noms, HER2, ERBB2. Et voici ici une tumeur dans laquelle on a une amplification, vous voyez, de multiples signaux du gène HER2. Et là aussi, on voit que ces signaux ils sont organisés, ça évoque que ce sont des HSR. Et effectivement, quand on fait des karyotypes de cancer du sein, eh bien, on voit que les amplifications sont liées à des HSR. Quelle est la conséquence de cette amplification? C'est l'hyperexpression de la protéine HER2, qu'on met en évidence ici par immunofluorescence. Vous voyez que c'est une protéine membranaire, et les cellules, c'est la même tumeur, ici en fiche et ici en immunofluorescence. Et vous voyez que donc il y a une très forte expression de la protéine sur la membrane. Bon, la diapositive est centrée sur des cellules tumorales, mais ici vous avez des cellules normales, et vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'expression sur les membranes des cellules normales. Et donc disons, la fiche est un très bon moyen de diagnostiquer ces amplifications, ici sur coupe en paraffine.
Et l'intérêt, c'est qu'à partir de l'hyperexpression de cette protéine, on a développé une thérapie par anticorps anti-HER2. Et donc, c'est ce qu'on appelle une thérapie ciblée, ciblée vraiment sur le marqueur. Et eh bien, cette thérapie donne de bons résultats et sans avoir les effets secondaires de la chimiothérapie habituelle. Alors, un exemple de l'utilisation du typage génomique, c'est les neuroblastomes. Neuroblastome, c'est une tumeur du système nerveux sympathique de l'enfant, en particulier de la médulo-surrénale, et ça représente à peu près 7 à 10% des cancers de l'enfant, donc c'est quand même assez important. C'est une entité hétérogène, il y a 3 groupes génétiques principaux. Il y a un type 1 qui survient chez les nourrissons, à moins de 1 an, ça représente à peu près un tiers des cas. C'est des formes en général localisées, mais il y a une forme qui est un peu embarrassante, c'est une forme donc on appelle 4S, stade 4S, qui est en fait une forme métastatique, mais métastatique spéciale, d'où le S, et qui donc donne des localisations hépatiques, mais qui est malgré tout d'excellents pronostics. D'excellents pronostics quand c'est vraiment un stade 4S. Mais si c'est un stade 4, à savoir, donc, il va pouvoir y avoir d'autres localisations, eh bien là, ça ne sera pas de bons pronostics. Et puis pour les enfants plus grands que 1 an, il y a un type 2 qui représente 40% des cas, avec des stades en général plus élevés, stades 3 et 4, pronostic intermédiaire, et puis un type 3 qui représente 30% des cas, qui est métastatique en règle, donc des stades 4, de mauvais pronostics, avec une survie globale de 20%. On va voir qu'on peut les caractériser sur le plan génomique, parce que ça correspond à des types génomiques. Donc, il y a un type avec des déséquilibres numériques, c'est le type 1 que j'avais indiqué précédemment, donc qui survient surtout chez le nourrisson. Et vous voyez ce qu'on a dans ces cas-là, le profil génomique, eh bien, ce sont des déséquilibres qui portent sur des chromosomes entiers, des gains, des pertes portant sur des chromosomes entiers. Le type 2, il a des déséquilibres segmentaires, et vous voyez ici par exemple donc, le 3P, le gain de 2P, mais surtout les gains de bras longs de 17, le 17Q. Donc, le type 2 avec ses déséquilibres segmentaires et en particulier le gain de 17Q, et dont le pronostic est défavorable, souvent métastatique. Et puis le dernier type, c'est les types avec amplification de Miken. Et quand on regarde leur profil, eh ben, c'est des types 2 avec en plus amplification de Miken. Et donc, ils sont eux aussi de mauvais pronostics et donc vont demander une prise en charge une chimiothérapie plus lourde. Voilà, un exemple d'application ici chez les nourrissons. Vous voyez la courbe de survie en fonction des types génomiques. Hein. Vous voyez que les types numériques eh bien, se portent bien. Bon, ne faites pas trop attention aux 2 courbes qu'il y a pour chaque type. Et le type segmentaire eh bien, a une survie moindre. Ça, c'est sur l'effectif global. C'est valable aussi pour les tumeurs localisées qui sont non opérables, c'est-à-dire qui vont rester en place. Mais c'est particulièrement intéressant pour le stade 4S, parce qu'on voit qu'en règle, eh bien, ils ont des anomalies numériques qui sont de bons pronostics, mais il y a des cas avec anomalies segmentaires qui en fait étaient des stades 4, mais qui n'étaient pas reconnus cliniquement et qui, eux, donc, sont de moins bons pronostics. Donc, vous voyez un exemple d'application de ce typage génomique. On va passer. Je crois que il me reste encore un petit peu de temps. Donc, une autre illustration, vous avez vu dans les tumeurs pédiatriques, les neuroblastomes. Là, maintenant, on est chez l'adulte, dans les sarcomes indifférenciés. Les sarcomes indifférenciés nous posent des problèmes parce que, comme leur nom l'indique, ils sont indifférenciés. Et donc, on n'a pas d'éléments d'orientation, pas beaucoup de guides pour, disons, la prise en charge thérapeutique. Et en fait, les sarcomes indifférenciés, ils sont hétérogènes. Et là-dedans, eh bien, il y a un groupe assez important qui est représenté par des liposarcomes. Des liposarcomes qui, initialement bien différenciés,
sont devenus indifférenciés. Voilà. Et l'intérêt de l'approche génomique, là, c'est que ça va permettre de reconnaître, parmi les sarcomes indifférenciés, ça va permettre de reconnaître les liposarcomes dédifférenciés. Alors, les liposarcomes bien différenciés, donc l'étape initiale de ces liposarcomes, ils sont caractérisés sur le plan cytogénétique par présence de chromosomes en anneaux, comme ça. Simplement un anneau surnuméraire, sinon le reste du karyotype est bien. Quand on fait de la fiche, avec la sonde MDM2, qui est dans le chromosome 12, eh bien, on voit que l'anneau est formé par du matériel provenant de MDM2. Et quand on fait des profils génomiques, eh bien, on voit qu'il y a une amplification constante d'une région du chromosome 12 qui porte le gène MDM2. En fait, c'est un amplicon, c'est-à-dire il y a plusieurs gènes là-dedans, et toujours MDM2 et très fréquemment CDK4. Voilà. Donc, cette amplification est toujours fréquente. Donc, amplification constante de cette région-là. Les amplicons sont complexes, mais contiennent MDM2, CDK4. Et l'action de ces gènes, eh bien, c'est d'inhiber l'apoptose et d'activer le cycle. MDM2 inhibe l'apoptose, CDK4 active le cycle. Et ces gènes constituent des cibles thérapeutiques potentielles aussi. Bon, l'inconvénient, c'est que ce sont des cibles un peu toxiques parce que, évidemment, ces gènes-là sont impliqués aussi évidemment dans le cycle des cellules normales. L'évolution vers la dédifférenciation, eh bien, elle se fait par l'acquisition d'amplifications additionnelles. Ces amplifications, elles sont spécifiques, en particulier amplification de Joune dans le bras court du 1, qui est représenté ici. Amplification de MAP3K5, c'est une kinase, une MAP kinase, MAP3K5, en 6Q23, qui est représentée ici, vous voyez. Donc c'est toujours des profils très simples, mais avec, en plus d'amplification MDM2 CDK4, eh bien, ces amplifications additionnelles. Et puis encore une MAP kinase. Voilà. Et l'effet de ces amplifications, eh bien, de l'hyperexpression de ces MAP kinases, eh c'est le blocage de la différenciation adipeuse, et donc on se retrouve avec des tumeurs indifférenciées. Donc, vous voyez, le typage génomique de cette façon permet le diagnostic d'origine de sarcomes indifférenciés. Voilà, donc on arrive à la fin de ce panorama. En conclusion, on peut dire que l'évolution dans le traitement des cancers se fait vers une prise en charge personnalisée maintenant en fonction des caractéristiques de la tumeur. Et donc ça suppose un typage de plus en plus précis des tumeurs et la génomique y joue un rôle de plus en plus important. Alors, donc j'ai dit au niveau du diagnostic, au niveau de l'évaluation du pronostic et au niveau de la détermination de l'éligibilité à une thérapie spécifique. L'amplification de HER2 en est une illustration pour laquelle on pourra donner un traitement qui s'appelle Herceptine. Donc ça doit permettre aussi de ne pas surtraiter des patients qui ne nécessitent pas un traitement fort parce que la chimiothérapie a ses conséquences aussi, en particulier en pédiatrie. Imaginez que ça n'est pas bénin de traiter un nourrisson de moins de 1 an avec de la chimiothérapie. Et puis, par contre, eh bien, identifier les patients qui, eux, nécessiteront une intensification de leur thérapie. Sur un plan de recherche, ces approches de génomique eh bien, doivent permettre l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, encore, en améliorant la résolution, etc. Et puis, il y a une révolution qui est en train d'arriver, c'est le séquençage de nouvelles générations. Vous savez que maintenant, il est possible de séquencer très facilement, et pour un coût qui décroît à grande vitesse, de séquencer le génome entier. Donc ça va être du séquençage non biaisé, hein, c'est-à-dire sans s'intéresser spécifiquement à tel ou tel gène, mais ça va nous amener des innovations, de nouveaux gènes, de nouvelles altérations géniques, et même, disons, déjà, je peux vous dire que ça nous permet d'identifier de nouvelles translocations qui échappent au karyotype parce qu'elles impliquent des régions trop petites, disons des remaniements trop fins pour être détectables au niveau karyotypique. Voilà, j'ai terminé et je voudrais vous remercier pour votre attention.